Codex 5.3 vient de sortir et d'après plusieurs personnes sur Twitter, c'est le meilleur modèle du monde entier et de loin. Et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va aussi dans cette vidéo regarder un petit peu les news de Codex CLI, qui est devenu un CLI qui est quand même beaucoup plus intéressant qu'à l'époque. Et donc on se retrouve tout de suite avec le tweet de Sam Altman qui était il y a vraiment peu de temps. GPT 5.4 est lancé, disponible dans l'API et Codex, donc c'est déjà intéressant parce que d'habitude ils mettent souvent que dans Codex et là ils ont aussi mis dans l'API. Il est bien meilleur pour le travail de connaissance, la recherche web et les computer abilities. Tu vas pouvoir celui-ci et en plus, ça c'est le plus dingue, finalement, pour moi le plus important, il supporte 1 million de context window. 1 million de context window, d'ailleurs on va tweeter. C'est la news qui pour moi est le plus important s'ils ne font pas du billing de je sais pas quoi. Et si on regarde le graphique juste ici, on peut voir que sur OS Word Verified, c'est la capacité d'utiliser un ordinateur. Il gagne sur Codex, sur Opus, etc. WebArena 67% contre 66% pour Sonnet 4.6. Et on a surtout SWE Bench Pro. Donc SWE Bench Pro, c'est un autre leaderboard comme ceci, où là jusqu'à maintenant on avait Public Dataset Opus 4.5, mais normalement il y a en fait SWE Pro, c'est un dataset caché de la part d'OpenAI si je ne me trompe pas, et qui vient tester les modèles mais sur des tâches qui ne sont pas publiques. Ensuite ici on a voilà, un modèle qui est génial de la mort qui tue, et Samy le Sam, il a précisé que on a /face sur Codex. Alors moi, je ne l'ai pas, mais c'est pas très grave. Et il y a quelqu'un ici qui a dit, voilà, j'ai pu tester depuis la dernière semaine et c'est juste incroyable. J'utilise que le Pro modèle. Enfin non, de base, il utilisait que le Pro modèle super cher, mais là, il utilise que GPT 5.4 et la capacité de code, c'est incroyable. Blablabla. Bla, bla, bla. Bref. Voici le petit tweet et voici les petites annonces. Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on en teste? Et bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, je l'ai fait bosser sur plusieurs des tâches dont on a l'habitude de voir. Et donc, on va le faire commencer juste pour voir s'ils ont pu améliorer un petit peu les styles sur tout ce qui est YouTube Thumbnail Generation. Donc, on va pouvoir télécharger l'app et aïe, 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 aïe. Bon, je crois que c'est de la faute de Codex. Ok, c'est un prompt. Vous pouvez le retrouver ici dans mon site, donc codemelvinxdev.vercel.app. Je me suis amusé à analyser le prompt de Codex ici en utilisant des choses. Et en fait, il a pas mal sur le style. Donc, on a Communication Channel et on a Formatting Rules. Et normalement, on a Front-End Task. Tu dois, et donc en fait ça c'est son prompt, et c'est pour ça que Codex va avoir des styles un peu différents. C'est voilà, tu dois utiliser des expressifs, purple font, etc., etc. Donc ici j'ai vite fait utiliser Cursor ici pour essayer de lancer la version avec GPT 5.4 ici sur Cursor, juste pour voir si ça va être un peu différent. Mais je pense que c'est vraiment un problème de Codex ici. On ne peut pas trop lui en vouloir parce qu'on se rappelle dans mon prompt de thumbnail, je demande un style très minimaliste. Ça, c'est la version de Codex qui respecte ce style très minimaliste. Et la version ici de l'ami, pardon, c'est la version de Claude Code et la version de Codex. On peut voir que ici c'est un peu plus le bordel. C'est même très très moche. C'est un bordel infâme. Je n'ai même pas les mots pour expliquer à quel point j'aime pas cette interface. Mais en moins, il y a le light et dark mode, alors que Opus oublie toujours le light et dark mode. Cependant, ça fonctionne quand même, si on peut être honnête, de manière assez bien. Et je pense que niveau feature, ça va envoyer du lourd. Donc si ici je mets les images, ça s'upload bien. Si je mets ici les personnes, ça s'upload bien. Ça s'upload bien. Maintenant, il faudrait que je change d'ailleurs de modèle. Et donc là, replace Melvin Burning Claude logo. Hop. URL schéma. Ok, il a fail. Waouh. C'est rare. Et c'est très très rare de voir un modèle qui fail. Je me demande comment il a fail. C'est super intéressant. Très intéressant le fait qu'il fail comme ça, Tchak. Alors, on va voir. Tu sais quoi? Je vais le tester aussi sur Codex, comme ceci. Parce que moi, j'aime bien le tester avec le Codex CLI. Parce que le Codex CLI, c'est un peu le plus
C'est un peu la manière recommandée de Next.js, d'OpenAI pour faire ça. Mais tester sur Cursor, ça permet de tester de manière un peu plus sans jugement, quoi. On va pas pouvoir juger ici. Donc là, on peut voir dans les différences de modèles, ce qui est intéressant, c'est que lui, il a commencé par faire une to-do Opus, quand ici GPT-5.4 n'a pas fait de to-do. Mais on va voir un petit peu juste la différence du UI ici pour vraiment tester le modèle avec le même environnement, plus que Codex. Donc on se retrouve dès que c'est fini. Donc on peut voir que malgré le fait que j'ai lancé Opus après, il a terminé plus rapidement. Donc Opus est toujours bien plus rapide pour les tâches. Et aussi ce que j'ai aimé avec Opus, c'est qu'il a lancé plus de commandes chat-CN, alors que tu peux voir que ici, lui, encore une fois, donc je pense qu'il a vraiment été entraîné là-dessus. Malgré ma demande de prompt minimaliste, tu peux voir qu'ici, il m'a utilisé des fonds. Pourquoi il n'utilise pas Geist? Je ne lui ai pas demandé d'utiliser des fonds spécifiques. Pourtant, il en a téléchargé et il a changé tous les thèmes. Comme on peut le voir juste ici, au lieu de garder les choses simples. Et lui, il est toujours en train de travailler quand ici l'ami a terminé. Alors, je ne sais pas si on peut voir en combien de temps il a fait. Mais voilà. Aussi, Opus ici nous a fait une to-do, alors que GPT ne nous a pas fait de to-do. Donc bon, là, si je lance, tu peux voir encore une fois, parfait. Opus a complètement respecté les règles de mon UI. Même vraiment joli. Vraiment joli. C'est une des meilleures fois. Le count ici, il n'a pas fait une vieille sidebar dégueulasse comme il a l'habitude de faire. Et ici, on peut drag and drop les images. Donc si ici, je viens drop ici, inspiration, Melvin, Opus, on peut voir que ça fonctionne bien. On peut ajouter, on a les trucs. Là, je peux écrire Melvin.burn Claude code logo. Donc ça, c'est la version d'Opus. Et il va juste me falloir les variables dans. Et bon, je pense que j'ai un problème en général. Il n'y a aucun truc qui marche. Il y a toujours cette erreur. Donc, c'était pas de la faute de Codex. On va plutôt juger l'UI parce que toutes ces IA arrivent toujours à faire les features. Je pense qu'il y a un truc qui a changé dans l'API Gemini qui fait que ici, ma request ne fonctionne plus. On peut voir ici qu'on a le même generate text avec HTTPS, etc. J'ai l'impression que c'est une erreur de la faute de l'API Gemini qui a dû changer pour le dev. Plus qu'un problème ici de Opus ou Cursor. Bon, on a la version de Cursor qui a terminé du coup avec le même environnement. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment, est-ce qu'il respecte ce prompt où il veut me faire ce anti-iSlop logique que je critique souvent. Donc là, on va lancer sur ce port 3001 et on va juste tester. Mais voilà, je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire. Ces modèles, regardez-moi ça. Ça n'a aucun sens. Pourquoi il a fait un truc si compliqué? C'est trop étrange. Je ne sais pas quoi dire. Ça, vraiment, j'aime pas. Hein. On peut voir que c'est les modèles OpenAI qui sont entraînés à faire du slop. Ils sont entraînés à faire du slop. Quand Opus est entraîné à faire ce que tu lui as demandé. Bon, ça, c'est vraiment premier feedback. Premier test terminé. On va tester la deuxième chose qui est juste ici. Donc, le petit monde SpongeBob. Normalement, j'avais open the Finder with it. On va voir s'il a fait quelque chose de mieux. Normalement, j'avais testé pour voir si mon ordi crache pas quand je fais ça. Mais là, on a le SpongeBob de GPT Codex qui est juste ici. On va essayer de l'ouvrir. Évidemment, on ne peut pas l'ouvrir. Open with Helium. Et là, Codex 5.3, on peut voir que malgré que mon ordi lag complètement et peut-être que cet enregistrement OBS va laguer, si on compare ça comme ceci à à Codex 5.3 qui était du coup la dernière fois qu'on a fait ce test. Voilà, Opus 5.3 one shot, c'était ça. Opus 5.4 one shot, c'est ça. Donc à part SpongeBob qui s'est littéralement fait une sorte de varicelle de l'enfer juste ici, je ne sais pas comment c'est possible, le résultat des shaders et de la logique est bien meilleur. Pour rappel, en référence, on pourrait prendre Opus, qui est quand même celui qui m'a fait le meilleur one-shot de tous les temps. Et j'espère que mon ordi ne va pas crash. Donc ici, pourquoi il a fait le meilleur one-shot? Parce que le respect des choses que je lui ai demandé est assez bon, juste ici. Alors, je vais fermer ces pages, juste pour voir. On peut voir que là, on a quand même une sacrée évolution. GPT Codex 5.3, Codex 5.4. Bon, il a écrit Codex 5.3 ici, je ne sais pas pourquoi, mais si on regarde le modèle, hein, Codex 5.4i, toujours la bonne UI. Donc, on a quelque chose de très, très bon. Donc, ça, c'était pour le deuxième test de SpongeBob. On peut voir qu'on a une amélioration et des shaders qui sont très jolis juste ici.
Ce qui m'intéresse, et ce qu'on avait vu, c'est le time zone checker. Donc, pour rappel, le time zone checker, ce petit test qui est juste ici, c'est time zone checker. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est que mon but, c'est de créer une time zone visualisation. Donc, ça, c'est l'objectif. Donc, on peut trouver un exemple de l'outil que j'utilise dans tool.melvinx.dev. Évidemment, j'ai changé tous les DNS, ça ne marche plus. Donc voilà, ici, Time Zone Checker, qu'est-ce que c'est? L'objectif, c'est de créer exactement cette application. Mon prompt précise ceci. Donc le but, c'est d'afficher une time zone, de pouvoir changer et de voir quand est-ce qu'on pourrait faire un rendez-vous ensemble ou quand est-ce que, par exemple, si je suis à San Francisco, on peut voir qu'avec Denpasar, je suis là, je suis dispo le matin et l'après-midi qui match. Et avec Geneva, je suis en match toute la matinée, mais pas le soir. Tu vois qu'ici, on a les heures de non-disponibilité. Donc ça, c'est Time Zone Checker. Et j'ai demandé au modèle de le créer. Mais le prompt est assez spécial parce que ici, je lui dis, tu as la créativité de faire le code que tu veux, la technologie que tu veux, la structure que tu veux. Tu es libre. Et donc, on va voir qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc là, on a la version de Codex. Je vais venir les splits en bas et je vais leur relancer ça sur un port ici 3201 et ici on va lancer sur 3202 et je vais lancer du coup la version de GPT 5.4 Codex AI juste ici. Bon, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, je sais pas qu'est-ce que tu as fait OpenAI, mais c'est quoi cette logique de code? Pourquoi t'as pété un plomb comme ça sur le style? Non mais sérieux, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fucking c'est? Alors ça, c'est pas mal. Ça respecte exactement ce que j'ai dit. Il y a le mode base, exactement comme j'ai dit, pour voir le matching des horaires. Alors là, on peut voir qu'on ne comprend pas très bien pourquoi ici, c'est tout en vert. Mais l'interface, c'est what the fuck? Ça, c'est quand tu laisses la liberté à GPT-5. Donc d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il a écrit GPT-5, parce qu'en fait, je lui dis, tu dois écrire le modèle que tu es. Donc ça, c'est le modèle qui l'aide après lui. Mais on peut voir ici qu'on est bien en GPT 5.4. Aïe. Ok, donc c'est juste. Donc là, on a ça. On peut changer les settings, mais c'est dégueulasse. Et là, je peux ajouter des time zones, mais vous voyez que je ne peux pas voir ce qui est écrit. Et si là, j'essaie d'écrire Paris, ok, donc on a bien le truc. Et j'ajoute, ça l'ajoute. Maintenant, on a 4. Ici, on a que 3. Reference based. C'est quoi cette Orange Show in San Francisco? Voilà, ici, il n'a pas compris que Orange Show in Denpasar. Ah, ok, donc je dois cliquer, je dois voir. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, je suis désolé. Mais c'est pas bon. Ah, il a déjà lancé l'application, ce con, sur le port 3000. Maintenant, on va voir la version d'Opus. Ça fonctionne. Ah, c'est quoi? On va kill son app. On va la lancer sur le bon port, puisque le port 3000, chez moi, il fonctionne pas très bien. Mais les gars, c'est le jour et la nuit. On a l'impression d'être dans un film. On a l'impression d'être dans un film. La différence, c'est le jour et la nuit. On a ça pour GPT-5. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? On dirait un camé. On dirait un camé qui m'a bullshit la gueule avec je sais pas quoi. Et là, c'est correct, quoi. Base, on voit les trucs, ok, c'est parfait. Donc, il y a aussi ce vert, mais c'est beaucoup plus joli. Et on a un menu settings où on peut ajouter les settings. Quand on ajoute une city, on a une belle UI. C'est simple, c'est efficace. Très intéressant. Très, très, très intéressant. La différence est plus que visible. Alors, si on affiche ça avec Z, on peut voir que, alors GPT, il s'est pas fait chier. Il a créé quand même 5 components. Il a utilisé TypeScript et il n'a pas utilisé de style. Il a utilisé du CSS. Donc, global.css ici, on peut voir qu'il a créé ses petites variables. Là, qui s'est fait kiffer avec un CSS de zinzin et qu'il a créé ses petits composants comme ça. Ok, donc rien de très spécial. Lui, on peut voir qu'il n'a pas non plus utilisé Tailwind. Ce qui est intéressant qu'il ne choisisse pas d'utiliser Tailwind par défaut. La même chose, ici on a exactement le même code. Et là, on a un peu moins de composants et des fichiers un peu plus grands. Donc pour être honnête, ici, Codex gagne un petit peu le clean code parce que Time Zone Checker a 515 lignes et ici Time Zone Checker a 219 lignes. Il a fait un code un peu plus clean. Mais ouais, franchement, le style ici, je ne sais pas qu'est-ce que ça fout. Après, c'est pas là où GPT est fort, comme je dis. Hein. Moi, je pensais vraiment Opus pour tout ce qui est tâches et GPT plutôt pour du Enginer. Okay. Bon, maintenant, on va faire le fix thumbnail click. Alors, ce prompt était très simple. Dans la page de génération, on va montrer celui-là. Dans la page de génération,
Quand je clique sur une thumbnail, ça ne fait rien. Ça devrait afficher l'editor, le même thing, la même chose que dans l'editor. En gros, on va lancer ici port 301 pdev et ici, hop, port 305 pdev. Donc, port 305 ici, c'est la version de Opus 4.6 qui est juste ici. Donc, on va se sign in. Donc ici, quel était le but quand on crée une miniature comme ceci? On va ensuite dans les générations et tu vois que là, on peut cliquer dessus. Et donc, on a la même interface que ce qu'on a ici, c'est-à-dire qu'on peut cliquer dessus. Donc là, ça marche très bien. On a du coup un succès de la part de Opus juste ici. Je pense honnêtement que si GPT n'arrive pas à faire ça, on serait quand même un peu dans la sauce. Donc ici, on va lancer un port random. Donc ça, c'est pour Opus. Et ici, on va utiliser la même database URL. Et donc là, quand on va dans Generation, on doit normalement pouvoir cliquer. Mais what the fuck? Opus! Opus, qu'est-ce que tu fais? GPT, qu'est-ce que tu fais? Mais non, mais ça, c'est l'interface qui est en prod. Ça, c'est l'interface qui est en prod. Il a changé ça. Je lui ai jamais demandé de changer ça. Et là, par contre, quand on clique ici, c'est juste. Là, on a bien l'interface. Mais je lui ai jamais demandé de changer ça. Pourquoi tu changes cette interface? On va tout de suite aller check le code. Donc, on a vu un petit peu. On va voir tout de suite ce que GPT a fait. Donc ici, c'est ce que GPT a fait. Ici, on va dans les edits. On peut voir qu'il a modifié la route pour récupérer plus d'informations. J'ai un peu peur de ça. Ensuite, ici, il a affiché le handle edit. Donc, il a rajouté des actions. Mais surtout, il a modifié la dialogue en rajoutant des infos. Comme ça. Liberté, freedom. Très étrange, très très étrange. C'est quoi cette créativité? C'est quoi cette créativité exactement? Et là, quand j'ouvre Z, dans celui-ci, là, il a rajouté la query. Il a rajouté voilà, la div pour cliquer et la dialogue. Alors, avec un peu du code dégueulasse, je pense que là, il faudrait lui lancer slash clean code dans la face pour qu'il nettoie un petit peu tout ça. Et ici, sinon, il a rajouté la route. Donc, encore une fois, un nouveau point pour Opus qui est resté dans ce que je voulais lui faire faire, ce qui est quand même très intéressant. Donc voici un petit peu pour mon retour. Maintenant, on va quitter un petit peu ça. Là, on va pouvoir, du coup, je pense, merger du coup plutôt la version de Opus ici. On va faire commit and push pull request for this. Et puis, je garderai la version d'Opus qui a fait un meilleur travail par rapport à ma request que je lui ai demandé juste ici. Attends, je t'arrête 2 secondes pour te montrer cette masterclass. Tu peux accéder à cette formation pour Setup, Cloud Code, ma configuration sur Windows macOS et apprendre plusieurs choses sur l'IA qui vont être essentielles comme le fonctionnement des agents et j'en passe. Pour ça, il te suffit d'aller sur mlv.sh/fa comme ceci sur n'importe quel navigateur et tu vas directement arriver sur cette page, tu vas pouvoir t'inscrire et accéder directement à tout ça 100% gratuitement. N'attends pas, inscris-toi tout de suite et maintenant on peut reprendre la vidéo. Ok, pour terminer, j'ai proposé ici de lancer une petite tâche juste comme si on était un dev. Donc là, j'ai lancé Ciao App et juste ici, j'ai lancé la version dev. J'ai cherché un petit bug. Donc là, on voit que quand je sélectionne et que je désélecte, bah, il y a 2 secondes, ça ne désélectionnait pas. Donc là, j'ai lancé Codex en lui disant, dans la page, quand je sélectionne et que je désélectionne, ça enlève le bonus qui m'empêche de quitter le mode sélection et je ne peux plus rien faire. Donc là, on peut voir qu'il a commencé par explorer. Il a lancé guide statut. Et donc là, il a vu, j'ai trouvé le problème. Là, on peut voir qu'il a fait l'édit et il a terminé. Tout ça très rapidement. Donc maintenant, Codex est plus rapide. Et ici, pour des tâches rapides, il le fait mieux. Il faut savoir que quand on demande à Codex quel est ton workflow par défaut de code, par défaut, Codex a un workflow très strict. Ce qui, parfois, fait que les gens le préfèrent à Cloud Code, qui est un workflow plus flexible. Il lui dit, je dois lire le contexte, je reproduis ou cerne précisément, je fais le minimum de design nécessaire, j'implémente effectivement, je vérifie, je relis les impacts et je te rends un résultat exploitable. Donc, on peut voir que Codex suit toujours un workflow. Mais on peut aussi voir que maintenant, il est beaucoup plus cool à utiliser. Déjà, on a les couleurs juste ici, c'est joli. Et là, on peut voir que dès que je désélectionne, ça quitte le menu. Et donc, ça permet d'avoir ici une interface qui fonctionne correctement. Donc, ça, c'est par exemple pour une feature. Si là, je cherche, donc là, on peut voir qu'on peut cacher cette barre. On va par exemple ici dire, voilà. Et donc là, tu peux voir que tu peux faire /new. Ça t'affiche ça. Et là, on peut facilement coller une image. Et je vais dire
ici, les logos d'application sont centrés dans ce menu. Je voudrais qu'ils soient alignés à gauche. Là, tu peux voir qu'on peut facilement mettre une image. Par défaut, il comprend mieux qu'on veut réaliser des fixes. Et en général, Codex, c'est plus cool à utiliser. Donc là, on peut voir hop, fetch. On a des couleurs maintenant pour le guide statut. C'est un peu plus friendly. Ça donne un peu plus envie de l'utiliser. Donc là, il dit bam, j'ai trouvé le sélecteur. Et bam, je résous le problème. Bam, bam, bam. Plus rapide, plus efficace. Il va aussi plus facilement droit au but, même s'il reste plus lent que Opus, sans workflow. On peut aussi voir qu'il a arrêté de lancer des commandes comme à l'époque. À l'époque, il lisait pas les fichiers, il lançait des commandes SPK, machin truc, pour venir lire les fichiers. Là, on peut voir qu'il utilise des tools, read, search, beaucoup plus logique, beaucoup plus cohérent si on veut. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Ils ont dû changer pas mal, ils mettent pas mal de focus sur les outils, Codex. Peut-être c'est aussi à cause de Codex App qu'ils ont changé ça. Mais donc ici, voilà. Il est quand même assez lent là. Hein. Il a pas été super rapide, mais il a corrigé le problème correctement. Donc on a un succès. Et si on lui demande une autre feature, on va lui dire... ok, bon là c'est pas grave. Hop, slash. Dans ce menu à droite, j'ai envie d'avoir un bouton pour le minimiser, maximiser, comme la sidebar à gauche. Implément STP. Donc là, encore une fois, juste pour un peu montrer l'interface de Codex. L'interface de Codex a beaucoup changé. On a par exemple ici, si vous voulez utiliser des skills, vous allez pouvoir taper ce dollar. Et donc là, il y a les skills qui sont accessibles normalement via ce dollar. Donc typiquement, si on a... J'ai pas l'impression qu'il a des skills là, du coup, j'ai pété les skills. Oui, il a plus de dollars et je suis fou. Ok, je suis peut-être fou. J'avais vu ça il y a juste avant en testant, je pense, dans ce chat. Ok, bah peut-être, ils font tellement de mises à jour que j'ai peut-être perdu l'histoire. Hop, le pattern côté gauche est simple, Zustand et local store. Quand le panneau est replié, je vérifie juste qu'il existe déjà un équivalent write panel ou un write réutilisable avant de créer le store. Donc là, il a déjà automatiquement cherché les infos de l'autre côté. Ensuite, il implémente les infos de ce côté-là. Donc, il est quand même agréable à travailler maintenant, Codex en général. Même s'il n'est pas gentil ni cool, on peut voir qu'il est agréable, qu'il fait les tâches, peut-être un peu lentement, mais au moins il les fait généralement bien. Si on arrive à voir le bien, parce que là, on dort. Et donc là, on peut voir qu'il a terminé la tâche et il a rajouté un petit menu. Alors, c'est pas le plus beau des menus, mais il l'a fait, à voir un petit peu sur l'UX UI. Mais voici un petit peu pour ce retour de ce nouveau modèle. Donc, je pense honnêtement que les modèles OpenAI sont très très intelligents, réalisent la majorité des features de manière correcte. Leur gros problème, c'est la créativité, le machin. J'ai l'impression qu'il stick très fort. Il a un weird relationship. Une relation étrange entre le fait qu'il respecte énormément ce que tu lui demandes et à la fois, il fait n'importe quoi. Voici vraiment comment je vois ce modèle actuellement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et qu'est-ce que vous avez pu voir là-dessus. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.